Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour Franco Raptors sur Choc FM 105.1. Nous sommes très heureux d'être de retour. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas retrouvé avec mon compère habituel Patrick Bizindavi. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut à tous les auditeurs. Voilà, on est de retour sur les ondes et puis sur vos écrans aussi. Épisode 26. 26, épisode 26 et on va continuer là où on s'était arrêté sur le bilan de la saison et puis aussi on est dans les séries donc on va regarder un petit peu ce que font nos anciens Raptors dans les différentes équipes qui sont en playoff parce que première nouvelle, si vous n'étiez pas au courant, les Raptors ne sont pas dans les playoffs cette année, ils ont terminé 11e. Donc du coup le sommaire du jour ça sera en deux parties, en fait il n'y a pas d'actu Raptors, on va faire un bilan en revenant en fait sur notre petit jeu qu'on avait fait en tout début d'année. On va revenir sur le plus ou moins. Donc ça nous permettra en fait d'aborder des points de la saison des Raptors en revenant là-dessus. Et en deuxième partie d'émission, on va parler des playoffs tout simplement. Que font les anciens Raptors? Est-ce que Kawhi Leonard est de retour? Est-ce qu'il ne va pas se blesser? Que fait OG Anunoby avec les Knicks? Etc. etc. Donc, je te propose qu'on commence tout de suite. Il n'y a pas vraiment de jingle actu des Raptors. On Ouais. va revenir sur ce jeu plus ou moins. Et la première question, Patrick. En fait, les trois premières questions que j'avais posées, elles étaient juste prémonitoires. La première, c'était les Raptors gagneront-ils plus ou moins de 30 matchs? Les Raptors, du coup, toi, tu avais dit un peu plus, Un peu peut-être plus. un de plus, Oui. 31. J'avais dit un peu plus, 31 ou 32. Ben, en fait, on ne pouvait pas avoir la bonne réponse plus ou moins de 30 parce que c'était prémonitoire. Les Raptors ont gagné 30 matchs. 30. Je ne sais pas s'il y a un bilan à faire. Est-ce que tu veux commenter ça? Peut-être qu'il y avait moyen de gagner plus en vrai, mais les Raptors ne voulaient Ne pas. voulez pas, ne voulez pas. Et surtout, il faut se rappeler le début de la saison avec l'horaire qu'ils avaient. C'était des matchs durs, des back-to-back, et puis avec des équipes qui étaient vraiment fortes. Et il y a aussi une série de blessures qui ont fait que le début, c'était vraiment pas facile pour les Raptors. Et après, donc, il fallait ne pas gagner. Donc, c'était vraiment une saison où, comme avait dit Yak, on n'allait pas juger les Raptors en raison de victoire ou défaite, mais beaucoup plus en développement. Mais on n'était pas quand même loin on a dit plus ou moins 30, ils ont fait 30. Et c'est vrai, il y avait des matchs où ils étaient prêts à gagner, mais qui n'ont pas pu à la dernière minute. C'est ça, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Complètement. Et en vrai, je pense qu'ils auraient pu en gagner beaucoup plus s'ils l'avaient voulu. Et ça va rejoindre la question suivante, c'était est-ce que les Raptors finissent plus ou moins que 11e? Et ils ont fini 11e. On avait tous les deux dit, on les voyait en play-in finir 10e. Toi, tu avais même mis 7e. Ouais, Mais j'étais très ambitieux en là. vrai, je pense qu'ils auraient pu le faire. On n'était pas dans le faux. Mais en soi, ils n'ont pas voulu. Ils ont cherché à ne pas gagner. Ouais. Si les Raptors avaient voulu être en play-in, même en play-off, c'était possible. Au vu des matchs qu'ils ont joués à partir de janvier, tu voyais que Darko, presque tout le quatrième quart-temps, il faisait jouer les 905, les remplaçants, pour qu'ils puissent se développer, mais aussi ne pas gagner. Mais si l'objectif était d'être dans les 10 premiers, facilement, il aurait fait. Parce qu'il y a des matchs où ils ont gagné, même s'ils ne voulaient pas gagner, à cause justement du développement qu'on a vu des jeunes. Mais ils auraient pu, mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était un, le développement, deux, bien se placer pour avoir une bonne place dans le prochain draft. Donc, si c'était l'objectif d'être dans les play-in, même dans les play-offs, ils auraient pu. Mais l'équipe a décidé autrement, donc d'où le résultat 11e. Ils auraient même été même 12e, 13e si, si vous voulez carrément perdre, mais ils ne pouvaient pas perdre. Ils ne pouvaient pas perdre. Donc l'objectif n'était pas d'être dans les play-in, l'objectif c'était de développer, comme ils l'ont dit, et puis de perdre. Je pense qu'ils ont perdu de la bonne façon. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce que j'ajouterais, c'est que
comme tu l'as dit, le calendrier de début était très compliqué. Ils ont vécu un mois de décembre catastrophique. Mais ensuite, honnêtement, ils avaient le calendrier de loin le plus facile. Donc là, s'ils avaient vraiment voulu faire jouer tous les titulaires jusqu'à la fin de la saison, ils ont récupéré Brandon Ingram à la date limite des transactions. Je suis sûr qu'ils auraient pu accélérer sa réhabilitation. Et s'ils avaient voulu, ils auraient pu largement aller en play-in. Ils n'étaient pas loin en soi pendant un temps, mais il y a vraiment des matchs prenables qu'ils ont perdus. Même les matchs contre Chicago, que Jamal Shead gagne au buzzer, mais finalement c'est un poil trop tard. Ouais. Ils sont allés en gagner 2 à Orlando en faisant jouer quasiment les remplaçants. Donc on voit qu'il y avait le potentiel, mais que, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit, l'objectif était ailleurs. On passe à la suite, parce que comme je le disais, sur les 3 premiers, vraiment mon chiffre du plus ou moins en fait était prémonitoire. La question suivante, elle était intéressante parce que on se demandait si les Raptors pouvaient faire partie des 15 meilleures défenses de la ligue. Ça partait très mal, même c'est parti très mal en début de saison, les Raptors qui ont été très longtemps dans les pires défenses, mais qui finalement ont bien terminé l'année, même très très bien, puisque les Raptors, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas perdu assez de matchs, c'est qu'ils ont eu une top 5 défense depuis le mois de janvier. Donc du coup, toi, tu avais quand même dit que tu pensais qu'ils seraient dans les 15 meilleures défenses. Je pensais que ça serait trop juste en raison du personnel. Et finalement, c'est toi qui as eu raison, puisqu'ils ont fini 15e meilleure défense. Donc, qu'est-ce que tu as à dire pour t'envoyer des fleurs, hein? Oui, c'est bien de garder tous ces chiffres. J'avais même oublié que j'avais dit 15e défense. Mais je pense qu'au début de la saison, la défense n'était pas le problème, c'était l'attaque. Parce qu'ils perdaient tellement de ballons qu'ils n'avaient pas le temps de revenir en défense pour voir ce qu'ils peuvent faire en défense. Et vers le milieu de la saison, vers la fin de la saison, là où l'attaque allait mieux, il y avait moins de pertes de balles. Là, ils avaient le temps de revenir et de faire donc la défense qu'ils voulaient. Et puis, il faut dire aussi que les joueurs qu'ils ont recrutés, c'était des joueurs très défensifs, en commençant par Davion Mitchell, où c'était vraiment le boss de la défense, là. Et après, Jamal Shead a pris le relais. Les matchs où Jacoby Walter a joué, il était très bon en défense aussi. Et puis, donc, parce que la défense des Raptors, c'est vraiment de mettre la pression sur le porteur de la balle. Mais si tu passes le porteur de la balle, derrière, il y a Yak, il y a Scottie Barnes qui vont défendre donc à la raquette. Donc, je pense que quand ils ont pu donc trouver la solution pour les pertes de balles, là, ils ont joué mieux. Donc, les deux étaient liés, à mon avis. Mais après, ça vient avec l'expérience, ça vient avec donc, les entraînements. Mais je pense que le début de la saison, donc l'attaque n'était pas très bonne, mais aussi l'horaire, c'était difficile de jouer des matchs contre de bonnes équipes et puis des back-to-back. C'était un horaire, je pense à l'époque, c'était l'horaire le plus compliqué de la NBA à cette saison. Mais je pense que quand ils ont pu régler ce problème-là de perte de balles, là, la défense a pu aller. Mais je suis content d'avoir choisi 15e et puis là, ils m'ont donné raison. Exactement, et j'ai réécouté la première émission pour préparer aujourd'hui. Et en fait, c'est ce que tu disais déjà, tu vois. Tu disais que le recrutement, les repêchages qui avaient été faits allaient dans le sens de la défense. Et c'est vrai qu'ils ne t'ont pas fait mentir, puisque Davion Mitchell a été excellent. Ensuite, il a été transféré, mais il a quand même transmis son savoir à Jamal Shead, qui a pris le relais, qui a été très très bon. On a cité les stats tout au long de la saison, hein, les 21% de ses duels en ISO qui arrivent sur une perte de balle, des choses comme ça. Jonathan Mobo a été très très bon. Oui. Jacoby Walter aussi, très belle surprise défensivement. Et des joueurs qui n'étaient pas très bons en défense. Ochai Agbaji, oui. Des joueurs qui n'étaient pas très bons en défense. On espérait qu'ils augmentent leur niveau. Et ça a été le cas sur la fin de saison. On a eu un meilleur Quickly, un meilleur Barrett qui a dit l'année prochaine, je veux encore mettre l'accent là-dessus. Et même Grady Dick qui a fait les efforts. Donc tu combines tout ça avec Scottie Barnes qui fait sa meilleure saison défensive de l'année. Je ne sais pas si tu as vu passer, il y a des stats qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Je ne les ai pas notés, mais toutes les stars face à Scottie Barnes et leur pourcentage de réussite, ils ont tous de très mauvais pourcentages. Oh, wow.
Et puis, bien sûr, Yak qui reste l'encre de cette défense. Donc, ouais, c'est ça. Ça a progressé dans le bon sens. Et c'est hyper positif pour la saison prochaine parce qu'on se rend compte que malgré tout, ça reste une défense collective parce qu'on n'a pas que des très bons défenseurs. Et malgré ça, on arrive à avoir une très bonne défense collective. Donc moi, ça me rend très optimiste pour l'année prochaine pour inclure un Ingram là-dedans qui n'est pas réputé pour être un excellent défenseur non plus. Hein. Ce n'est pas OG Anunoby, Ingram. Mais quand même, il a de la taille, il a des armes pour être un bon défenseur. Donc je pense que dans ce système de Darko, qui est, comme tu l'as dit, assez différent, Garrett Temple en a parlé dans le Raptor Show, il a dit on a des principes défensifs qui ne sont vus nulle part ailleurs. C'est vraiment, comme tu l'as dit, basé sur la pression et ensuite des aides qui viennent un peu d'endroits différents par rapport aux autres équipes. Donc ça, moi je ne suis pas assez expert pour l'avoir vu, mais écoutez Garrett Temple le raconter, je ne pense pas qu'il dit des bêtises, il connaît le Yeah, basket. il connaît. Ça fait combien de temps qu'il Ouais. Il a dit c'est différent des autres et ça a porté ses fruits vraiment. Je pense que Darko, il s'est adapté à son effectif et il a réussi à les faire défendre d'une certaine manière. Et c'était pas gagné parce que Darko, on le disait, il fallait qu'il fasse ses preuves justement sur la défense. Et on en parlera quand on va faire le bilan individuel la semaine prochaine ou en fin de semaine. Là, c'est vraiment très très positif. Revenons sur l'attaque qui, par contre, si visuellement on a trouvé que l'attaque c'était plutôt beau, que ça jouait bien, malgré tout, les Raptors sont la 26e attaque de la ligue. On avait dit 15, mieux ou pas mieux, on avait tous dit mieux. Et finalement, c'est en attaque qui nous ont un peu étonnés. Mais est-ce que c'est si étonnant que ça, que les Raptors soient la 26e attaque, vu en fait le déroulé de la saison? Oui, je pense que c'est une saison de développement, on l'a dit, mais en écoutant Scottie Barnes à l'entrevue de fin de saison, ils essayaient des choses. Exactement. Ils essaient des choses, ils prenaient des tirs qu'ils normalement ne prennent pas. Donc ça fait que quand tu essaies des choses, donc ça va faire que tu ne vas pas réussir. Donc l'attaque, je pense que l'important, c'était le système lui-même. Le système, c'est un bon système. C'est un système où la balle circule, où les joueurs circulent, et celui qui est ouvert, il va prendre son tir. Et donc, il a donné feu vert à ses joueurs. Si tu es ouvert, bon tireur ou pas, tu vas prendre ton tir. Et puis, on va essayer des choses. Je ne pense pas que la saison prochaine, on va voir Scottie Barnes prendre les tirs qu'il a pris cette saison, parce que c'était pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va tirer? Et donc, tout ça fait que l'attaque n'était pas très bonne en termes de réussite. Mais aussi, il faut dire que Darko n'a pas eu la rotation qu'il voulait. Les 5 de départ ont joué ensemble. Je pense que c'était juste 8 matchs. Ouais. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de continuité offensive. Donc, ce qui fait que ça justifie 26e place. Mais, comme je l'ai dit, le chiffre ne raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a eu beaucoup de changements, des joueurs blessés, et puis des joueurs transférés, puis Chris Boucher qui ne joue pas. Et on sait ce qu'il peut apporter en attaque. Donc, je pense que, bon, ça se comprend. Ça se comprend. Oui, et puis j'y rajouterais, tu as été très complet, je rajouterais juste le fait que En fait, les Raptors ont mis du temps à se mettre en route. Comme tu l'as dit, il y avait toutes les pertes de balles quasiment jusqu'au mois de décembre. Le mois de décembre, il a été terrible. À partir de janvier, ça a été plus sérieux en défense parce que, comme tu l'as dit, en attaque aussi, on conservait mieux la balle. Des jeunes joueurs qui ont dû s'adapter au rythme de la NBA, comme Jamal Shead, comme Jacoby Walter, comme tous ces joueurs-là. Et ensuite, quand ça commençait à bien tourner, en fait, on ne mettait pas les 5 optimales, puisque, comme tu l'as dit, on a essayé plein de choses, et on ne terminait même pas avec des 5 efficaces en soi, puisqu'on faisait jouer des joueurs de G-League, des contrats de 10 jours. Donc, en fait, forcément, ton attaque, ça ne va pas être l'une des meilleures de la ligue, puisque tu ne mets même pas tes meilleurs joueurs tous ensemble pour terminer les matchs. Donc, en fait, ça semble plutôt logique que, en fait, la défense a suivi une trajectoire qui est montante parce qu'en fait, peu importe les joueurs que tu mets dans la défense, elle reste constante. Mais en attaque, malgré tout, si tu ne mets pas tout ton talent dans ton attaque, forcément, ton attaque, elle va être moins forte. Et c'est là-dessus que tu espères tanker, en fait. En mettant des joueurs moins forts, normalement, tu te dis, mon attaque va être moins forte et je ne vais pas gagner les matchs. Le problème, c'est que la défense a été tellement bonne que face à certaines équipes, en fait, ils ont gagné quand même. Mais en vrai, c'était ça. Offensivement, c'était pas fou, tout simplement parce que les joueurs sur le terrain n'étaient pas fous, en fait. C'est juste ça. Donc, c'est logique que l'attaque n'ait pas suivi la progression de la défense parce qu'on a essayé beaucoup de trucs
Et sur un quart des matchs, c'était même pas des 5 optimaux. Donc voilà, je pense que c'est l'explication. Et j'ai vraiment hâte de voir ça l'année prochaine parce que quand même, l'équipe va avoir toutes les armes pour être une excellente attaque. Est-ce que Ouais. tu avais un truc à ajouter? Oui, moi l'attaque, la bonne surprise, c'était quand même Jamison Butler. Vraiment, c'est un sniper. Il est ouvert, il va prendre le tir et puis il va le marquer. Jacoby Walter aussi m'a agréablement surpris parce que quand tu le vois jouer, on ne dirait pas qu'il est rookie. Il n'a pas froid aux yeux, il attaque. Et puis d'après Darko, et puis lui aussi, il a confirmé, il a mis des muscles durant la saison. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'amène la saison prochaine. Donc, il y a, il y a eu des flashs où on pouvait voir que ce n'est pas vraiment la 26e attaque. S'ils veulent bien gagner l'année prochaine, il y aura quand même beaucoup d'armes. Mais ça va être un bon problème pour Darko avec tous les joueurs qu'il aura à sa disposition de les faire jouer. Bon, lui, il dit qu'il n'est pas là pour faire plaisir aux gens. S'il voulait faire plaisir aux gens, il allait vendre la crème glacée. C'était vraiment drôle. Mais il y a eu quand même de bonnes surprises en attaque. Et puis, les joueurs qu'ils ont amenés de la G-League, puis qu'ils ont signés, je pense qu'ils étaient bons. Ils ont même gardé AJ donc pour les 2 prochaines années. Donc, je trouve que c'était quand même pas mal. Très bien, on passe à la suite. La suite, c'était plus ou moins de 2,5 Raptors qui terminent la saison à 20 points ou plus par match. Donc, j'avais mis 2,5 pour savoir est-ce que c'est 3. En gros, est-ce que c'était Quickley, Barnes et Barrett. Toi, tu étais très, très optimiste. Ouais. Tu avais dit qu'il allait avoir les 3. Les 3, ouais. Moi, je pensais qu'il n'y en aurait que 2. Et finalement, il n'y en a eu qu'un seul. Parce que Scottie termine la saison à 19,3 points. Quickly à 17,5. Et il n'y a que RJ qui est à 21,1. Mais ça, on l'explique aussi parce que Yak tourne à 14,5 points par match cette année. Donc, c'est quand même très positif d'avoir autant de scoreurs. C'est compliqué qu'ils soient tous à plus de 20 points. On verra l'année prochaine. On se reposera les mêmes questions pour l'attaque, la défense. Et l'année prochaine, on aura Ingram qui devrait être à plus de 20 points par match. Est-ce que Scottie peut repasser au-dessus des 20? Est-ce que Barrett sera toujours là et tournera à plus de 20 points? Ça sera la grande question, mais c'est plutôt logique. Est-ce que tu as un petit commentaire là-dessus Oui, RJ, c'est la meilleure saison de sa carrière. Hein. Carrément, il a joué mieux que l'année passée. Il a joué mieux que son passage à New York. Mais Quickly, il a pas vraiment retrouvé le rythme à cause des blessures. Il a été tellement absent. On a vu le vrai Quickly vers la fin, quand il a joué. Mais là, il jouait un match sur 2. Donc, c'était vraiment pas facile de trouver le rythme. Scottie Barnes, je pense que il a mis beaucoup plus l'accent sur la défense qu'en attaque. Mais en attaque, il essayait des choses. Mais quand même, 19 points, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, on a vu Scottie Barnes développer son tir mi-distance, qui est quand même un bon tir. Donc, à l'année prochaine, je m'attends à ce que, s'il n'y a pas de blessure, que ses moyennes puissent monter. Mais là, ça va être un peu compliqué qu'on ait plus de 3 à cause de Ingram, qui va prendre la grande partie offensivement. Mais quand même, même moi, voir RJ tourner à plus de 20 points, alors que les matchs à l'extérieur, il n'était pas bon. S'il aurait pu jouer mieux à l'extérieur, s'il aurait pu mettre ses lancers francs, parce que même lui-même, il le dit dans l'entrevue de fin d'année, il a dit que les lancers francs, il était terrible. Donc, horrible, il a dit. Donc, je pense que RJ pouvait faire même beaucoup plus que ça s'il aurait mieux joué à l'extérieur et puis s'il avait mis ses lancers. Mais quand même, il y a raison d'espérer que l'année prochaine, on va avoir au moins minimum deux personnes qui vont tourner à plus de 20 points. Là, tu me fais une passe décisive parce que le prochain, c'était RJ Barrett qui était à 21,8 points sur son passage avec les Raptors sur la saison dernière. On se demandait s'il pouvait faire plus. Et on avait tous les deux dit qu'il ferait plus parce que justement, on avait dit qu'il allait retrouver son adresse au lancer franc et qu'il allait continuer dans sa réussite au tir. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais ça s'explique aussi. Il est à 21,1 points, du coup, il n'est pas au-dessus de 21,8. Mais ça s'explique aussi par le fait que sur la fin de saison, il n'a pas joué tous les matchs. Ouais.
et il jouait pas toutes ses minutes habituelles aussi, puisqu'il sortait au bout de 3 quarts-temps. Donc forcément, ça encourageait pas à marquer plus de 20 points. La plupart du temps, les joueurs devaient essayer de faire leurs stats en 3 quarts-temps parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas jouer dans le quatrième. Donc, bon, tous les deux, on pensait plus. Je pense que l'année prochaine, s'il est encore au Raptors, ça pourra être plus, malgré tout, parce que Ingram va lui libérer des espaces. Et je pense qu'il va retrouver de l'efficacité. J'espère au lancer franc. Je pense qu'il va aller travailler comme un fou pendant l'été. Et puis ça va revenir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus sur RJ Barrett parce que tu en as déjà bien parlé. Emmanuel Quickley, plus ou moins de 6,8 passes. On avait tous les deux dit plus. De 6,5 passes, pardon. On avait tous les deux dit plus. Et au final, c'est 5,8. Mais ça aussi, ça s'explique pour Quickley. Oui, ça s'explique parce qu'il n'était pas là, carrément. Il n'était pas là pendant longtemps et puis ce n'était pas de sa faute. Il était blessé. Et donc, si on prend les résultats à partir du mois de janvier vers la fin, là, je pense que la moyenne va monter. Donc, il n'a pas eu le rythme. Il était sur le banc, carrément, la grande partie de la première partie de la saison. Donc, oui, ça se comprend parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas trouvé son rythme et il a été trop blessé. C'était trop des hauts et des bas pour lui, malheureusement. Bon, celle-là, elle fait mal, Patrick. Ah oui, c'est ça. Scottie Barnes, plus ou moins de 5 triples-doubles. Il lui en manquait 11 pour devenir le recordman de la franchise avec Kyle Lowry. Toi, tu avais dit 5, ça va être facile. Facile. Patrick, le résultat, c'est un triple-double pour Scottie Barnes cette saison. Il en avait fait 4 l'année dernière quand même. C'est un peu une régression à ce niveau-là, mais là aussi, encore une fois, il y a des explications. Oui, et puis il y a des matchs où il était vraiment à une passe ou à un rebond du triple-double, donc un match complet. Mais là, on a été vraiment très ambitieux avec 5. Mais comme on l'a dit, ça s'explique parce que il y a des matchs où il jouait en 3 quarts-temps, il ne jouait pas et puis on sait que historiquement, Scottie Barnes est mieux au 4e quart-temps. C'est là où vraiment il met l'effort défensivement et offensivement, mais les 4e quart-temps, il jouait à peine. Donc, je pense qu'il aurait pu faire un peu plus qu'il a fait. Mais il y a eu plusieurs matchs où il était à une passe près ou un rebond près. Mais quand même, il a été un joueur complet. Il était là défensivement, il était là au rebond, il était là, il faisait des passes. Donc, on a été très ambitieux avec les 5 là. Et moi, j'ai dit facile. En plus, à la base, c'était même pas savoir si elle allait en faire. Ah si, c'était plus ou moins de 5 triples-doubles. Ouais, c'est ça. Je croyais que c'était 2 que j'avais mis à la base. Ouais, 5. Et 5, ouais. Bah, tant pis pour toi, Scotty. Pas mieux l'année prochaine. Un qui était quand même assez simple, Yak, plus ou moins de 8,5 rebonds par match. Il a fait 9,6. Ouais. C'est dommage qu'il ne finisse pas à plus de 10, mais là aussi, c'est parce qu'il a moins joué sur la fin de saison. Ouais. Parce que pendant longtemps, il était à 10. Il a fait une saison fantastique, 14,5 points, 9,6 rebonds. Au-delà de ces chiffres-là, je voulais juste revenir avec toi sur la saison de Jakob Poeltl. C'est une bonne occasion de revenir là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? Est-ce que c'est au-delà de tes attentes même? Ah oui. C'était vraiment un des meilleurs joueurs de Raptors cette saison, offensivement, défensivement, et surtout au début de la saison, quand il sortait, là, c'était une autre équipe parce que Kelly Olynyk était blessé, il était blessé en début de saison, mais quand Yak sortait pour se reposer, c'était une autre équipe, rien n'allait. Donc ça, on a vu l'importance de Yak quand il jouait, et puis quand il revenait, tu voyais que l'équipe revenait. Mais aussi, il a été plus constant. C'est comme un meneur de jeu carrément parce que toute l'attaque est basée sur son jeu offensif, ses écrans, mais aussi avoir la balle à la raquette. Quand les gens vont faire des cuts, il va faire de bonnes passes. Je pense que il fait partie vraiment du jeu offensif des Raptors quand il est là. Et puis défensivement, non seulement il va faire des contres, il va faire des rebonds. Et puis il est intelligent.
il est vraiment intelligent. Et puis, vers la fin de la saison, on a vu une image de Yak. Il a commencé à tirer à 3 points. Bon, Et il y en a bon, eu il a comme ça. fait un seul. Mais on a dit que dans les entraînements, il fait quand même, il fait ses tirs. Mais je me souviens même où il a pris un rebond, il a dribblé, il a fait Coast to coast. coast to coast, il a mis un dunk. Donc, c'était vraiment de bonnes surprises des Raptors. Et puis, moi, je voyais les fans qui disaient que, oh, pourquoi ils ont eu Yak, pourquoi ils l'ont signé. Mais cette saison, il a justement montré sa valeur. Moi, je pense, à mon avis, il est parmi les meilleurs centres de la NBA. Et puis, il n'a pas la masse musculaire comme les Embiid et autres, mais sa place est là, son touch offensif, et puis il est très intelligent. C'est un joueur très intelligent. Tu es placé, il va te trouver, et puis il fait pick and roll. C'est vraiment une des meilleures surprises de cette saison, Yak. Même dans les présentations, on l'appelle Mr. Double Double. 10 points, 10 rebonds pour lui, c'est en 3/4 temps, il peut le faire. Je pense que c'était vraiment une de belles surprises cette saison. Ouais, et c'est ça en fait. L'année dernière, on en avait beaucoup parlé d'utilisation de Yak en tête de raquette et on n'avait pas forcément vu la chose se matérialiser plus que ça. Et là, cette année, vraiment, ça a pris tout son sens, je trouve. C'est pas forcément lui qui est à la dernière passe, à la passe décisive, parce qu'il tourne à 3 passes par match, c'est pas Jokic, hein, mais il est le connecteur de cette équipe. Tout passe par lui pour démarrer les attaques. Tu l'as dit, que ce soit dribble and off, que ce soit par l'écran, que ce soit par les passes pour les cuts, qui vont amener une extra passe après derrière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au-delà de son tir à 3 points, surtout c'est sa meilleure saison au lancer franc. Et ça, il en a parlé à la conférence de presse de fin de saison. Il a dit maintenant, il y réfléchit plus trop, c'est plus dans son esprit. Et ça, c'est super intéressant parce que malgré tout, il provoque des fautes, il va sur les lancers. Et c'est vrai que c'était un problème avant qu'il en rate énormément. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Il a développé ce tir en milieu de raquette là, en flotteur qui est inarrêtable. Et il a un pourcentage de réussite là-dessus qui est phénoménal. C'est tellement rare qu'il le rate contre n'importe qui. Quand il est en mouvement comme ça, c'est vraiment bien. Et puis défensivement, tu l'as dit, intelligent. Et puis il a été plus agressif, comme tu le disais, le coast to coast, mais des dunks, des alley-oops qu'on ne le voyait pas forcément faire avant. C'est ça qu'on lui reprochait un petit peu, c'est parfois d'être un peu mou. Et je trouve qu'il a quand même pas mal réglé ça sur la fin de saison et c'est très très intéressant pour la saison prochaine. Et en plus, je pense qu'il a une marge de progression encore. Parce qu'il le disait lui-même dans cette interview de fin de saison. Il doit progresser sur ses lectures de jeu encore. Ouais. Il l'a dit, comme toi, tu as dit, c'est le meneur de jeu. Il a dit, il doit développer une mentalité de meneur de jeu, de voir quelle est mon option 1, mais de déjà penser à l'option 2 si l'option 1 ne marche pas. Parce que c'est vrai qu'il a tendance quand même à perdre des balles parce qu'il est dans le système, il sait où il doit faire la passe. Parfois, il fait la passe quand même alors que la passe n'est pas là. Ouais. Et ça, je pense que ça va venir, comme il l'a dit lui-même, quelqu'un lui a demandé comment tu peux travailler ça. Il a dit c'est des répétitions avec les matchs. Et c'est que la première saison où il le fait. On se dit qu'en fait, s'il le faisait depuis ses débuts, tu vois, comme un Jokic, il est habitué à être le centre de l'attaque, à faire les lectures et tout. Un Anthony Davis aussi. Lui, il n'a pas été habitué à faire ça. Avant, c'était un role player qui se contentait de faire des écrans et de rouler. Maintenant, on voit qu'il peut développer ça parce que, comme tu dis, c'est un joueur très intelligent. Donc, moi, je suis vraiment impatient de voir la prochaine saison de Jakob Poeltl. Et je pense qu'il est parti pour être le centre titulaire des Raptors pendant au moins 2-3 ans encore, le temps que les jeunes qui vont arriver derrière, Ulrich Chomché et probablement d'autres, le temps que cela se développe et qu'ils prennent sa place petit à petit. Mais en tout cas, Yak, c'est excellent. Oui, et puis on a vu qu'au courant de la saison, les centres qui sont venus, ils ont aussi développé le même tir. Donc, ça montre qu'il est en train de passer la connaissance à d'autres. Vers la fin de la saison, on a vu donc ces joueurs-là développer ce même tir que on dirait que c'est Yak qui a remplacé Yak dans le match. Donc, il y a une marge de progression, mais c'est une belle saison de Yak. Et puis, bon, vers la fin de la saison, il jouait un match sur deux pour raison de repos. Donc, on n'a pas vu le maximum qu'on pouvait voir, mais le peu qu'on a vu, c'était vraiment excellent. Et pour finir, Grady Dick, on avait dit plus ou moins de 2,5 tirs à 3 points marqués par match cette saison.
On a tous les deux dit plus, on en attendait beaucoup. Finalement, il s'est montré dans tous les compartiments du jeu, mais pas forcément avec un gros volume à 3 points, mais il inscrit quand même 2,1 tirs à 3 points par match. Donc ça reste quand même positif pour Grady. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou on peut passer? Oui, je pense que Grady a montré d'autres facettes à l'attaque. Donc, on l'a amené comme shooter, c'était sa spécialité. Mais en attaque, on a vu d'autres facettes où le mid-range, où il y avait des pénétrations. Et puis aussi, on voyait des efforts défensivement. Parce que les équipes adverses, c'était ça l'objectif, de trouver Grady Dick parce qu'ils savaient que c'était la faiblesse défensive. Donc, il a développé d'autres facettes de son jeu qui vont être présentes. Parce que quand il va commencer à mettre ses tirs à 3 points, là, il va être inarrêtable. Parce que tu lui donnes de l'espace, il va tirer, tu t'approches, il va pénétrer. Donc, je pense que s'il aurait pu terminer la saison, on aurait vu le développement, mais à cause des blessures, on a dû arrêter tout simplement. Mais je pense qu'il a un bel été. C'était le peu de matchs qu'il a joué, je pense qu'il nous a montré d'autres facettes de son jeu et puis, il fait partie du futur des Raptors. Je pense que c'était bien. C'est un joueur que tu vois qui travaille fort. Et puis, il avait bien terminé la saison dernière. Donc, il avait bien démarré. Mais les blessures étant là, on ne peut pas vraiment faire un bilan complet de Grady Dick parce qu'il n'a pas fait toute la saison. Ouais, ça, c'est dommage quand même qu'il n'ait pas pu finir parce qu'il aurait eu du temps de jeu et on aurait pu le voir. Bon, on a vu plus Jamison Battle du coup, mais ça aurait été quand même intéressant de pouvoir le voir sur cette fin de saison. On termine avec les questions flash, mais là, on ne va pas faire de commentaires. Je vais juste te donner les résultats. S'il y aura des petits commentaires après, mais les Raptors en play-in, on avait dit tous les deux oui, mais du coup, c'était non. Ouais. C'était non. Si, ça, c'est intéressant. Qui sera le joueur surprise de cette saison? Tu avais dit Ochai Agbaji. Ouais. J'avais dit Davion Mitchell. Est-ce qu'on peut dire qu'on a tous les deux juste? On avait raison tous les deux. Ochai, et c'était le joueur le plus constant. Il a joué presque tous les matchs avant sa blessure. Ouais, il était là. Il a même une partie de la saison. Il était dans les 5 de départ. Moi, il a justifié mon choix. Mais Davion, wow, quel joueur! La défense... C'était, quel surnom on l'a donné? Off Night. Parce que chaque joueur adverse qui venait, il avait un Off Night face à Davion. Mais je pense que... Mais Davion, ça a été même au-delà du terrain. C'était vraiment... il était au match des Nano 5, et puis tu te vois qu'il était... Le premier match où il est revenu après son départ pour Miami. Moi, j'étais là longtemps avant que le match ne commence. J'étais bien assis. Il est venu ce soir juste à côté de moi. Et puis, on a parlé comme si on se connaissait. Je dis, comment ça va? Est-ce que Toronto te marque? Comment ça va Miami? Il me parlait comme si... c'était vraiment très bien. C'est un bon joueur, je pense. Et puis, ses efforts ont été récompensés. Je pense même il est en playoff pour le moment. Et je pense que Miami va le garder à long terme. Ouais, totalement. Et voilà, tu as tout dit, j'allais dire, et pour Davion Mitchell, mais tu viens d'en parler. Ouais, c'est ça. Et je suis content pour lui aussi parce que au final, les Raptors ont fait un choix d'un joueur plus jeune, mais lui a transmis sa connaissance et il est parti voguer vers d'autres cieux et c'est très bien. Ouais. Quelle sera la déception de cette saison? Tu avais dit Chris Boucher s'il part. Après, je reviendrai sur mon choix à moi. Je voulais m'attarder là-dessus parce que au final, c'était pas Chris Boucher s'il part, mais la déception, c'est Chris Boucher qui n'a pas joué. Qui n'a pas joué. Et le peu de matchs qu'il a joué, il a montré ce qu'il pouvait faire. Mais ça reste quand même une déception parce que même s'il n'est pas parti, on ne l'a pas vu. Exactement, c'est comme s'il était parti. C'est ça, c'est comme s'il était parti. Mais et puis ne pas donner beaucoup d'explications pourquoi. Mais à la conférence de presse de fin de saison de Masai, là, j'ai compris. J'ai compris les raisons. Il a dit, Chris Boucher, on le connaît. On sait qui il est, on sait ce qu'il a amené à l'équipe, mais on ne connaît pas Jonathan Mobo, on ne connaît pas Jamison. Donc, il fallait les mettre sur le terrain
pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Et ça se comprend parce que en match, c'est 48 minutes et les minutes sont divisées. Donc, s'il aurait joué comme on le voulait, on n'aurait pas pu voir Mogbo se développer comme ça. Donc, il fallait quelqu'un pour faire les sacrifices. Et donc, c'était lui. Est-ce qu'il y a une place pour la saison prochaine? Bon, il y a plusieurs facteurs, sûrement des facteurs financiers et des facteurs aussi de qui on prend au repêchage. Mais c'était vraiment la déception de ne pas le voir jouer parce que, un, on sait ce qu'il amène. Deux, s'il joue, on a une chance d'avoir une entrevue avec lui. Donc, d'une certaine manière, on avait raison. Tu as eu totalement raison. Ouais. Ça a été une grosse déception de ne plus voir jouer Chris Boucher sur le reste de la saison parce que c'est un joueur qu'on apprécie et qui est apprécié du public aussi. Donc, c'est vrai que c'était une petite déception. Moi, je vais revenir sur le mien parce que je me suis totalement raté. Et il faut savoir reconnaître quand on se trompe complètement. J'avais dit que Jacoby Walter, je sentais qu'il allait faire une saison à la Grady Dick. Eh bien, messieurs, dames, pas du tout. Il a été sensationnel, j'ai trouvé, après toutes ses blessures. Il en est ressorti grandi. Et voilà, j'avais des doutes sur son physique. Et au final, eh bien, il a tenu la route. Moi, il m'a impressionné défensivement. On m'avait déjà, quand j'avais parlé avec les gars de Envergure, ils m'avaient dit que défensivement, c'était vraiment très intéressant. Ça a été très intéressant. Et offensivement, il a fait plus que ce que je pensais. Et je pense même que s'il avait été là toute la saison, c'était un potentiel joueur pour les rookie teams, les all rookie teams de la fin de l'année. Donc vraiment très très positif pour lui et j'attends vraiment la suite en fait. J'ai hâte de voir la saison 2 de Jacoby Walter puisque comme on voit l'évolution déjà de Grady Dick d'une saison à l'autre, on sait que rookie à sophomore, c'est là où tu progresses le plus. C'est pour ça qu'il ne donne pas les Most Improved Players, le joueur qui a le plus progressé. Il ne donne jamais à des sophomores parce qu'on sait que forcément, il y a une évolution sur l'année 1 à l'année 2. Mais j'ai tellement hâte. Après, on va voir qui on va repêcher parce que le problème, c'est qu'il y a des joueurs très forts sur ce poste-là aussi et qu'il va falloir faire des choix aussi pendant l'été après. Donc ça, c'est pas notre problème, c'est le problème de Masai, de Bobby et de Darko. de Darko et de Dan Tolzman. Mais ouais, vraiment très très surpris. Au final, je le mettrais presque dans les surprises de la saison pour moi. Mais voilà, c'est vraiment cool. Est-ce que tu avais un truc à dire sur... Oui, c'est ça. Jacoby, c'était la belle histoire de cette saison. D'abord, il rate le training camp, il rate les premiers matchs, il revient, il se blesse encore. C'était vraiment difficile, mais la fin de la saison nous a montré que c'était un joueur sur qui compter. Et surtout, quand il ne voulait pas gagner, il faisait partie des gens qui mettaient au repos. Donc, ça montre que lui et Jamal Shed, ils ont vraiment progressé cette saison. Et puis, comme je l'ai dit, je répète encore, il n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui, quand tu le vois jouer, tu ne sauras pas qu'il est rookie. Il prend ses tirs et puis défensivement, il fait l'effort. C'était vraiment ça démontre encore une fois sur donc la façon où les scouts des Raptors sont vraiment très bien. Ils savent trouver les bonnes personnes à la draft. Et puis, c'était vraiment la bonne surprise de cette saison, Jacoby Walter. Il a mis le tir de la gagne Ouais. contre Orlando aussi. Ouais. C'était un très très beau moment de la saison. Et Jamal Shed, comme je le disais tout à l'heure, qui au match suivant, ouais. aussi gagner le match. On va terminer rapidement parce qu'on voulait parler un petit peu des playoffs et il va nous rester 20 minutes. Les trades à la deadline, toi tu avais dit Bruce Brown, Chris Boucher. Moi j'avais dit Bruce Brown et au final ça a été Davion Mitchell, Olynyk et Bruce Brown. Et puis pour finir, on a déjà parlé beaucoup de Scotty, mais Scotty All-Star, Scotty All-NBA, Scotty All-NBA Defense Team, toi tu avais dit oui, oui, oui. J'avais dit oui All-Star, non, non, et au final aucun des trois. Donc, mais bon, aucun des trois, c'est encore tôt. Parce qu'on n'a pas encore déterminé All NBA Team, All NBA Defensive. Je pense pas qu'il... Mais peut-être... en tout cas. Et ça, je pense qu'il aurait pu si les Raptors auraient été mieux au classement. Oui, bien sûr. Mais là, à cause de classement 11e, ça va être très difficile. All-Star, c'est déjà fini. All NBA... maybe troisième équipe, à peine, je ne sais pas, mais en tout cas, si l'équipe avait mieux performé, je pense qu'il aurait une chance sur 3. Je pense que si on avait été
dans les meilleures défenses dès le départ, là, il aurait été All-NBA Defense. Ouais. Mais il y a énormément de candidats cette année. Quand on voit que Lou Dort, voilà, je vais faire mon coup de gueule maintenant. Quand on voit que Lou Dort n'est pas dans le top 3 des défenseurs de cette année, Lou Dort qui est le meilleur défenseur, qui se tape le meilleur attaquant de chaque équipe, dans la meilleure défense de la NBA et qui n'est pas dans le top 3, je trouve que c'est un scandale, tout simplement. Honnêtement, Draymond Green, il est bon, il est fort. La défense des Warriors est bonne. Mais pardon, Lou Dort qui n'est pas là-dedans, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez les votants. Je pense que si Lou Dort jouait aux Lakers, il serait tous les jours dans cette All-NBA Defense Team, enfin dans cette course aux défenseurs de l'année, parce qu'il va être quand même All-NBA Defense Team. Oh, ça c'est sûr. J'espère qu'il sera numéro 1 quand même, sinon ça serait un scandale. Ouais. Mais là je suis vraiment en colère parce que je trouve que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il doit faire de plus en fait? Vraiment, qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Parce que c'est pas un gars de 2,10 m qui va aller mettre 3 contres par match, mais j'en ai marre en fait qu'on juge les meilleurs défenseurs sur les contres et les interceptions. En fait, c'est pas ça à défendre. OG Anunoby s'est fait snober pendant des années à cause de ça. Je croyais qu'ils avaient rectifié le tir à l'époque où Marcus Smart l'avait eu. Et au final, non, on continue à mettre des grands qui font des contres, etc. Donc, voilà, c'est... Lou Dort, moi, ce qui me surprend, bon, on sait qu'il est bon défenseur, mais cette saison, en attaque, c'est là où il a eu tellement de développement, parce qu'avant, il n'était pas bon tireur. Les gens le laissaient tranquille au tir à 3 points, c'est OK, tu vas... Mais maintenant, tu le laisses, il va le mettre. Il est en train de devenir un joueur complet. Et puis, il est très physique. Défensivement, il n'y a pas pareil là. Défensivement, il va mettre le cadenas là. Mais là, on a vu au cours de la saison ses tirs à 3 points et en playoff, il les met et tu vois que c'est vraiment donc le même tir à chaque fois. Tu vois que c'est quelqu'un qui travaille fort pour s'améliorer. Mais moi, c'est offensivement qui m'a beaucoup surpris. Mais défensivement, je m'attendais à ce qu'il soit au moins dans les 3 qui sont nominés. Mais bon, il n'est pas là. Meilleur défenseur dans la meilleure défense de la Ligue et il n'est pas nominé. Moi, je te comprends. On va aller en pause rapidement et on revient juste après pour parler des playoffs. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Pour commencer, je voulais savoir sur ces premiers matchs, quels sont les anciens Raptors que tu retiens? Qui est-ce qui a attiré ton attention? Alors, je ne vais pas vous le cacher, Patrick a regardé beaucoup plus de matchs de playoff que moi. Je pense que j'ai tout regardé jusqu'à présent. Il a tout regardé, donc moi, je vais plus poser les questions. Mais quels sont un peu, juste comme ça, les joueurs qui t'ont pas étonné, mais qui ont attiré ton attention? Moi, je suis dans les playoffs, je suis vraiment content pour Dennis Schroeder. Parce qu'il a été une saison, 3 équipes en une saison, il faut le faire. Donc, il a quitté Toronto l'année d'avant, il est allé à Brooklyn, on l'a transféré à Golden State, et puis à Golden State l'a transféré, et là, il se retrouve aux Detroit Pistons, qui est l'équipe qui a surpris tout le monde cette saison en termes de progression, et là, ils sont à égalité contre New York. Je pense que, comme ancien Raptors, je suis vraiment content pour lui qu'il a trouvé une place et puis qu'il contribue à une équipe qui est en playoffs. Là, je suis vraiment content pour lui. Mais là, pour moi, c'est Kawhi. Kawhi, c'est... Oh, mon Dieu. Kawhi, c'est le match qu'il a joué, le deuxième match, la victoire contre Denver, 39 points, mais c'est une machine. C'est une machine. Défensivement, on sait ce qu'il peut amener. Mais en attaque, il joue à son rythme. C'est comme si il était tout seul sur un terrain dans un parc. Où il n'y a personne qui est en train de défendre sur lui. Il va trouver ses spots, il va les mettre. Mais l'impact de Kawhi sur son équipe, pour une fois qu'il est en bonne santé, là, on voit que les Clippers ont vraiment une chance d'aller loin. Bon,
l'attaque des Clippers, c'est pas compliqué. On donne la balle soit à Kawhi, soit à James Harden, et puis les autres vont créer l'espace. Mais Kawhi, vraiment, je pense que on n'a pas le Kawhi de 2019, mais il est presque là. Et là, on voit une équipe avec Kawhi, une équipe sans Kawhi, c'est jour et nuit. Je suis vraiment content pour lui. Et l'autre surprise pour moi, c'est Indiana avec Pascal. Pascal, c'est le meilleur vraiment des joueurs d'Indiana dans les playoffs. Ils ont gagné le premier match contre Milwaukee. Bon, il est vrai que Milwaukee, ils n'ont pas Dame, mais je trouve que Milwaukee, si Giannis ne joue pas bien, Milwaukee ne va pas gagner carrément. Mais Pascal, quand même, il a bien tourné au premier match. Il a fait 25 points. Il a eu plus de 66% de réussite au tir. 7 rebonds, 2 passes. Donc, je pense que c'était la bonne surprise. Bon, OG, on sait ce qu'il peut faire. Pour New York, il défend. Et puis, il prend ses tirs dans le coin. Il amène quand même de l'énergie défensive. Et au match 2, je reviens sur le match des Clippers, Norman Powell a été vraiment, il a contribué beaucoup plus qu'au premier match. On sait ce qu'il peut amener. Mais je pense que l'amélioration, ce sera du côté Fred VanVleet, parce qu'il a raté vraiment le match contre les Warriors. Il a pris tellement de tirs, il n'a marqué que, je pense, 2 sur 12. Ouais. Mais c'était 2 quand même au moment où il le fallait. Quand même, mais je pense 13. Que s'il y a un qui doit améliorer, ce sera Fred. On sait bien qu'il amène beaucoup plus que les tirs. C'est quand même une stabilité offensive. Défensivement, il fait l'effort. Mais là, deuxième match, c'est lui que je pense qu'il doit améliorer. Et en dernier lieu, je vais parler de Davion Mitchell. Le match des playoffs, ce n'était pas aussi bon que le match des play-in. Mais il a été sensationnel. Au play-in, c'était wow! Il a tout amené là. En défense, on sait ce qu'il amène, mais quand il se met à mettre les 3 points, là, c'est à un autre niveau. Donc, c'est ça. Je suis content pour Dennis Schroeder, mais Kawhi, ce qu'il amène. La série Clippers-Nuggets, pour moi, c'est la meilleure série. Si je peux étendre un peu plus, pas des Raptors, mais des Canadiens, avec Shea et Lou Dort chez OKC. OKC, ils sont sur notre planète, là. C'est 51 points de différence. En playoff, il faut le faire. Voilà, c'est mon observation des anciens Raptors au niveau des playoffs, mais j'ai hâte de voir les Raptors jouer l'année prochaine aux playoffs, parce que les playoffs, c'est une nouvelle saison, les sensations, donc comment c'est physique, il y a la tension, on est bien gâtés, surtout à l'Ouest, vraiment on est bien gâtés de bons matchs. Ouais. Ce premier tour entre Denver et les Clippers, c'est vraiment un très très gros duel avec des équipes un peu opposées, une énorme défense des Clippers et un jeu assez individualiste et une énorme attaque des Nuggets qui peinent quand même défensivement et qui doivent se sortir d'une défense exceptionnelle en face avec des joueurs talentueux. Mais Jokic, il a été bien freiné lors du match 2. Donc ça va vraiment être un duel à suivre. Moi, je suis content pour Pascal Siakam. Pour moi, c'est pas une surprise. En fait, je les ai mis sortir Milwaukee. Pour moi, je vois une équipe face à une individualité. Et pour moi, Giannis, il ne peut pas battre à lui tout seul les Pacers, même s'il a l'aide de Dame. Et j'espère que Dame, sa santé sera là, parce que je trouve que c'est très, très risqué qu'il revienne aussi vite. Même les médecins disent on n'a jamais vu ça. Moi, ça me fait peur. Donc, je pense qu'il y a quand même ce qu'il faut en NBA en termes de médecins, mais je trouve que c'est quand même chaud. Quand tu vois qu'il y a des joueurs, ça a été fin de carrière. Wemby, on dit 3 mois, il y a eu opération. Et Dame qui revient au bout de 3 semaines. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident. Les Knicks contre les Pistons, moi, ça me fait juste dire, j'ai regardé un petit peu hier, ça me fait juste dire que, honnêtement, les Raptors, avec le style de jeu qu'ils ont, je pense que l'année prochaine, il y a moyen d'être meilleur que ces deux équipes-là. Je les trouve dans le fond de jeu très, très limité, en fait. C'est très individuel.
Ça repose sur des exploits de Brunson ou de Cade. Donc ces joueurs sont exceptionnels, hein. Ou même Michael Bridges, mais il prend énormément de tirs forcés. Même OG, il le transforme un peu en joueur individualiste comme ça. Tu disais, il prend ses tirs dans le coin, mais aussi il fait des... Parce qu'il faisait un peu avec les Raptors, des mi-distances, des trucs comme ça. Quand il met dedans, c'est beau, mais quand il met pas dedans, ça devient tout de suite horrible. Et ouais, ces deux équipes-là, ça défend fort plus ou moins. Et encore, je trouve pas. Je trouve juste que ça manque de créativité en attaque. Et du coup, on a l'impression que ça défend fort. Mais c'est juste parce qu'offensivement, ces équipes sont plutôt limitées. Donc franchement, moi, ça me donne envie de voir les Raptors en playoff l'année prochaine. Parce qu'il y a des équipes que je vois en playoff cette année. Et je me dis, en fait, Toronto ne serait pas pire, en fait. Ouais. Surtout avec Ingram, possiblement un joueur dans le top 4 du repêchage. Je me dis, les Raptors, ils auraient leur chance. Peut-être que j'abuse, que je suis trop optimiste. Mais moi, je vois Orlando jouer, je vois New York jouer, je vois Détroit jouer. Je me dis, les Raptors, ils ont quoi à leur envier, en fait? Ouais, c'est ça. Puisqu'ils ont amélioré la défense et l'attaque, on sait que ça va aller mieux avec les joueurs qu'ils vont avoir. Donc voilà, moi c'est surtout ça pour l'instant, mes remarques sur ce premier tour des playoffs. J'ai pas tout regardé, mais j'ai quand même vu certaines équipes, le fond de jeu et tout. Houston aussi, c'est compliqué en attaque. On va pas se baser sur un seul match, on est d'accord, parce qu'il y a trois joueurs majeurs qui sont passés à côté. Mais dans le style de jeu, en fait, je me rends compte que ça me fait penser à quand on avait Nick Nurse, en fait. C'est très stéréotypé, beaucoup d'ISO, on recherche le mismatch, etc. Et en fait, moi, Ime Udoka me fait penser à Nick Nurse, en fait. Génie défensif, défensivement, c'est exceptionnel, mais du coup, tu as besoin d'être très fort en transition et d'être très fort au rebond offensif. Mais on sait qu'en playoff, tu as moins de transition. Normalement, les équipes se concentrent sur le rebond défensif. Bon, là, ils jouent contre les Warriors, qui jouent plus petit, donc ils ont fait rentrer Steven Adams, qui va prendre beaucoup de rebonds offensifs, etc. Mais malgré tout, tu as besoin d'un fond de jeu en attaque qui n'est pas là. Ça me semble compliqué pour eux, même si, bien sûr, il y aura toujours Jalen Green pour faire des exploits individuels. Dylan Brooks sera meilleur au prochain match et Fred VanVleet ne fera pas 2 sur 13 à chaque fois. Non, c'est ça. Et puis, pour moi, Houston, ça démontre justement l'importance d'avoir une star offensivement. Ouais. Parce qu'il y a des fois où tu as besoin d'un Kawhi, tu as besoin d'un Kevin Durant, tu lui donnes la balle, tu as besoin d'un Jokic pour qu'il te puisse marquer un panier au besoin. Mais au niveau des Rockets, il n'y a personne. Il n'y a personne. S'ils ne mettent pas les tirs, défensivement, ils sont exceptionnels, oui. Mais en attaque, si tu as besoin d'un panier rapide, il n'y a personne qui peut le prendre. Et c'est là où je pense qu'ils doivent faire... l'année prochaine, ce sera une équipe différente. Soit ils améliorent ce qu'ils ont, ou bien ils cherchent vraiment quelqu'un qui peut scorer sur demande. Parce que là, avec l'équipe qu'ils ont, oui, ils ont amélioré, oui, leur coach, il est très bon, mais là, ils ont besoin de quelqu'un qui peut marquer un panier chaque fois qu'ils en ont besoin. Bien, on va se quitter là-dessus. Merci à toi, Patrick. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Exceptionnellement, l'émission aujourd'hui était le mercredi. On a oublié de le souligner parce qu'on a interchangé avec Impact Basket la fin de semaine dernière. Et vous aurez le 3e épisode de Bilan de saison samedi dans l'horaire habituel sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci à toutes, merci à tous. Et Patrick, comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors!